Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne live de ces Journées européennes de la SFC. Donc, je suis Damien Lojard, je travaille à l'hôpital Lariboisière à Paris et j'ai le privilège de modérer cette session avec le professeur Ariel Cohen, président de notre Société française de cardiologie, sur cette session sur l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Donc, on sait que cette insuffisance cardiaque à FE préservée est un peu la face sombre de l'insuffisance cardiaque avec peu de recommandations. Donc, où en est-on en 2021, début 2021 ? On va faire le point avec quatre experts de l'insuffisance cardiaque et de l'imagerie échographique notamment, pour évoquer cette partie de l'insuffisance cardiaque, de la démarche diagnostique à la prise en charge thérapeutique. Donc, le premier exposé va être fait par Jean-Christophe Escher, qui est cardiologue au CHU de Dijon, sur les derniers algorithmes diagnostiques. À toi, Jean-Christophe. Bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler des derniers algorithmes diagnostiques dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Voici mes liens d'intérêt. Alors vous le savez, la dernière définition remonte à 2016. Pour faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé, il faut des symptômes et des signes d'insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection supérieure à 50%, un NT pro BNP supérieur à 125 et un BNP supérieur à 35 picogrammes par millilitre. Et il faut des anomalies structurelles et fonctionnelles avec une oreillette gauche dilatée, une masse ventriculaire gauche augmentée ou une dysfonction diastolique. Les critiques de cette définition, c'est que les signes sont peu spécifiques, qu'ils ne tiennent pas compte de l'âge et des comorbidités. Les seuils de peptides natriurétiques sont très bas et ne tiennent pas compte de la fibrillation atriale. Les seuils des paramètres échocardiographiques ne sont peut-être pas très pertinents et c'est une réponse dichotomique, blanc ou noir. Alors en 2018, l'équipe de la Mayo Clinic a proposé un algorithme qu'ils ont baptisé H2FPEF. Donc il y a deux H. H pour heavy, donc c'est l'obésité. BMI supérieur à 30 kg par mètre carré, ça vaut 2 points. Hypertension artérielle, 1 point. Fibrillation atriale, ça vaut 3 points. Hypertension pulmonaire, PAP systolique supérieur à 35 mm de mercure à l'écho, 1 point. E pour Elder, H supérieur à 60 ans, 1 point. Et F pour feeling pressure, un rapport E/E' supérieur à 9, ça vaut 1 point. Vous obtenez un score de probabilité qui est bas entre 0 et 1, qui est élevé à partir de 6 points, et entre les deux, il y a une zone grise. Alors, ce score est concordant avec la prévalence prédite par les modèles, mais on peut remarquer que à peu près un quart des patients en bas score ont quand même une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et que fait-on des patients dans la zone grise qui représente plus de 50% des patients? Alors, ce score a l'avantage de la simplicité et un score élevé a une valeur prédictive positive, enfin une valeur prédictive pronostique indéniable. Plus récemment, la Heart Failure Association a proposé son propre score baptisé PEF, qui comporte 4 étapes, donc c'est assez complexe. L'étape P pour Pre-Test Assessment, c'est en fait l'étape de screening des anciennes recos avec l'étude des comorbidités pour évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque à feu préservé, mais aussi éliminer les diagnostics différentiels. L'étape E, donc diagnostic E pour échocardiographie et peptides natriurétiques, qui permet d'établir un score de probabilité. L'étape F1 pour functional testing, qui est donc des explorations fonctionnelles en cas d'incertitude diagnostique. Et enfin l'étude F2, l'étape F2 pour étiologie finale. Je vais revenir essentiellement sur les étapes E et F1 qui représentent l'algorithme proprement dit. Donc l'algorithme E a l'originalité de comporter des paramètres, des critères majeurs et des critères mineurs. Parmi les critères majeurs, on retrouve les anciennes valeurs échocardiographiques avec la vitesse de l'onde E' inférieure à 7 cm par seconde en septal, 10 en latéral. Le rapport E/E' dont la valeur seuil a été remontée de 14 à 15. La vitesse de l'insuffisance tricuspide supérieure à 2,8 mètres par seconde. Un volume de l'oreillette gauche supérieur à 34 ml par mètre carré et des valeurs seuil pour la masse ventriculaire gauche qui ont été augmentées à 149 pour les hommes, 122 pour les femmes. Et on a rajouté un critère de remodelage concentrique. Dans les critères mineurs, le rapport E/E' entre 9 et 14, un strain longitudinal global inférieur à moins 16%,
un volume de l'oreillette gauche entre 29 et 34 millilitres par mètre carré, les anciens seuils de masse ventriculaire gauche de 115 et 95 grammes par mètre carré, et aussi une simple augmentation de l'épaisseur de plus de 12 mm. Pour les peptides natriurétiques, NT-proBNP supérieur à 220, BNP supérieur à 80 picogrammes par millilitre, critère majeur. Et dans les critères mineurs, les anciens seuils de 125 et 35 picogrammes par millilitre. L'originalité, c'est qu'on tient compte de la fibrillation atriale avec ces mêmes valeurs seuil multipliées par 3. Vous obtenez un score de probabilité. Plus de 5 points, la probabilité est élevée. Moins de 2 points, probabilité faible. Et entre les deux, la zone grise. Donc pour les patients dans la zone grise, il faut aller à l'étape F1, donc Functional Testing, donc faire une échographie de stress. Vous mesurez le rapport E sur E', la vitesse de l'insuffisance tricuspide, un rapport E sur E' supérieur à 15 à l'effort, ça vaut 2 points. Si vous avez en plus une vitesse de l'IT supérieure à 3,4 mètres par seconde, c'est 3 points. Si ça ne suffit pas, il faut aller à l'étape hémodynamique, si besoin à l'effort, avec une pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 au repos ou 25 à l'effort. Cet algorithme a été validé dans 2 cohortes prospectives, l'une à Maastricht et l'autre à Chicago. Globalement, un score bas permet d'écarter le diagnostic avec une très bonne sensibilité et une valeur prédictive négative de 73%, mais ça veut dire qu'il y a encore 27% de faux négatifs. Un score élevé, c'est l'insuffisance cardiaque à FE préservé, avec une très bonne spécificité, valeur prédictive positive, mais il faut remarquer qu'on a encore plus d'un tiers des patients qui sont classés dans la catégorie intermédiaire qui devront aller à l'étape F1. Ce qui frappe, c'est qu'un score élevé a une très bonne valeur prédictive de risque de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, ces 2 scores ont été validés dans une étude récente et ont été comparées entre elles, et cela montre qu'il y a une large discordance entre les deux. Par exemple, un bas score pour un H2FPEF va se retrouver en score intermédiaire ou élevé chez 3 quarts des patients par HFAPEF, et inversement, un score élevé avec H2FPEF ne sera retrouvé élevé que dans 3 quarts des cas pour HFAPEF, et l'inverse est également très discordant. Donc globalement, on a 40% des patients qui sont discordants, et la fibrillation atriale et le BMI sont les facteurs principaux de discordance entre les 2 scores, ce qui fait qu'on peut penser qu'il faudrait phénotyper les patients. Globalement, ces 2 scores ont une très bonne valeur prédictive positive, mais une valeur prédictive négative médiocre. La sensibilité est meilleure pour HFAPEF. Donc en conclusion, nous disposons aujourd'hui de 2 algorithmes, un qui est simple et l'autre qui est beaucoup plus complexe. Globalement, les performances sont correctes, mais loin d'être parfaites, avec des discordances entre les 2. L'idée, ce serait peut-être de combiner les 2 algorithmes et dans l'avenir, peut-être de phénotyper les patients pour savoir quel type d'algorithme utiliser chez quel patient. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette mise au point sur ces nouveaux algorithmes diagnostiques, avec une présentation assez honnête où tu nous montres les faiblesses et puis les forces de ces scores, et puis effectivement un certain désaccord entre les 2. Alors une première question, alors tu t'occupes de beaucoup de patients, tu fais beaucoup d'échographies cardiaques. Dans quelle mesure tu penses que ce score a pu améliorer un peu ta pratique dans le diagnostic de ces patients ? Est-ce que tu penses que ça a eu réellement un impact ? Est-ce que ça peut en avoir un ? Ou c'est essentiellement un outil pour la recherche ? Bon, je crois que ça aide. Parfois, on s'arrête assez vite chez un patient essoufflé si on fait des critères échographiques pas très précis, et si on ne tient compte que de ces critères. Je pense que l'avantage de ces nouveaux algorithmes, c'est qu'ils permettent d'aller au-delà de la simple étude échocardiographique. Le premier élément, c'est de prendre en compte les comorbidités, parce que ça, ce n'était pas le cas auparavant. Je pense qu'il faut déjà cerner les profils de patients qui ont une probabilité déjà d'avoir une insuffisance cardiaque à feu préservée parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils sont en fibrillation atriale. Je crois que c'est important. Et puis,
le fait de ne plus avoir un diagnostic dichotomique, de dire c'est ça ou c'est pas ça. Je crois que classer les patients avec un score de risque permet d'être plus précis. Alors après, on a encore beaucoup de patients qui sont dans la zone grise. La vraie question, je crois, en pratique, c'est de savoir si il faut aller plus loin. En tout cas, c'est clairement dit dans l'algorithme PEF. Il faut aller à l'étape fonctionnelle et il faut probablement au minimum faire une échographie d'effort, donc le stress test diastolique. Et puis j'avoue que je suis un peu passé à l'étape hémodynamique dans certains cas, où, évidemment pas pour tous les patients les plus fragiles, les plus âgés, mais je pense que évidemment le juge de paix, c'est l'élévation des pressions de remplissage, et parfois c'est l'hémodynamique, voire même l'hémodynamique d'effort, qui permet d'établir ce diagnostic. Juste une petite question, toute petite question, courte réponse. Est-ce que tu penses que le timing de réalisation du score chez un patient en fonction de son traitement diurétique, par exemple en début d'une hospitalisation, en fin d'une hospitalisation, après un traitement diurétique intense, peut avoir un impact sur le score et finalement sur la classification du patient? Est-ce qu'il y a une précaution à prendre par rapport à ça? Alors j'avoue que je n'ai pas de réponse précise à donner. C'est clair qu'un patient qui a été hospitalisé, qui a eu un traitement diurétique, on peut se retrouver avec des critères échographiques en défaut et donc se retrouver avec des pressions de remplissage, en tout cas des pressions de remplissage faussement basses. Je crois encore une fois que ces algorithmes permettent de prendre en compte tous les paramètres, y compris les paramètres cliniques et le NT-proBNP. Je pense qu'on est plus précis effectivement en utilisant ces scores. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe. Alors vous l'avez compris, je n'ai pas de légitimité particulière à modérer cette session, si ce n'est que je suis un ami d'Yves Juillard qui est absent et qui s'en excuse aujourd'hui. Et donc c'est avec plaisir que je vais donner la parole à Richard Isnard, qui va nous parler du phénotype de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, pourquoi et comment. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes et à tous. Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, pourquoi spécifier le phénotype et comment? Alors, une des raisons pour expliquer l'absence de réponse au traitement des patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée par rapport à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et c'est la très grande hétérogénéité des patients. Et bien sûr, une des pistes dans l'avenir pour améliorer cette prise en charge est d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le phénotype, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, voici à la suivante. Voici ma déclaration d'intérêt. La suivante. Eh bien, vous voyez que dans l'algorithme proposé par la Société européenne de cardiologie pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le bilan étiologique fait bel et bien partie de cet algorithme et se trouve à la fin en F2, vous l'avez là. La suivante. Alors, en fait, si on regarde l'ensemble des étiologies de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, elles sont extrêmement nombreuses et aussi nombreuses finalement que les causes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Bien sûr, les principales sont les causes ischémiques, les causes toxiques avec par exemple les radiations, les cœurs post-radiques, les causes infiltratives comme l'amylose ou la sarcoïdose, la suivante. Et puis, bien entendu, les causes très importantes secondaires à l'hypertension artérielle et éventuellement aux surcharges volémiques liées à l'insuffisance rénale. Alors, comment avancer en pratique? La suivante. Eh bien, quand on fait cette démarche étiologique, deux examens sont importants. D'abord, le test d'effort. Le test d'effort va pouvoir évaluer le comportement de la pression artérielle à l'effort et s'il n'est pas anormal. Deuxièmement, voir
si la fréquence cardiaque s'élève correctement, et on sait que l'incompétence chronotrope est un des marqueurs, une des raisons de la limitation à l'effort dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis l'ischémie myocardique, bien sûr, dont on a déjà parlé. Donc, première étape, le test d'effort qui est très important dans ce diagnostic étiologique. Deuxième étape, l'IRM cardiaque, qui prend une place de plus en plus croissante dans également ce diagnostic étiologique. La suivante. Voilà par exemple une étude récente qui montre sur 150 patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée que lorsqu'on fait en plus des outils habituels, lorsqu'on utilise l'IRM, eh bien, vous voyez que dans 27% des cas, 42 patients sur les 154, on va trouver des causes potentielles, et dans une majorité de cas, c'est l'origine ischémique qui vient devant, mais on détecte également quelques cardiomyopathies hypertrophiques qui étaient passées au travers de l'échocardiographie, et des causes plus, on va dire, plus rares, comme la péricardite constrictive. On peut discuter de savoir s'il faut la ranger dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et les dysfonctions microvasculaires qui représentent effectivement une étiologie un petit peu à part. La suivante. Le deuxième grand examen, c'est la scintigraphie au technétium, et vous avez ce papier de 2015 qui montre que chez des patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et une hypertrophie myocardique qui était définie comme une épaisseur des parois au moins de 12 mm. Vous voyez, 164 patients, 120 ont eu la scintigraphie, et cette scintigraphie a permis d'évoquer le diagnostic d'amylose à transthyrétine chez 16 patients, c'est-à-dire 13% des patients. Ces patients ont été ensuite testés sur le plan génétique, on n'a trouvé aucune mutation, mais un petit nombre d'entre eux ont eu une biopsie endomyocardique qui a confirmé le diagnostic d'amylose. Donc, évidemment, depuis cette date, on sait qu'un certain nombre de nos patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, en réalité, ont une amylose cardiaque. La suivante, quand on regarde finalement, est-ce qu'on peut prédire les patients qui vont avoir cette amylose, sur quels critères on peut le prédire? On voit que globalement, c'était des patients assez âgés, 82 ans. Il n'y avait pas de différence dans les caractéristiques démographiques, cliniques ou même la survie finalement. Mais vous voyez qu'ils se différenciaient par un certain nombre de facteurs. Les patients ayant une amylose avaient un BNP beaucoup plus élevé. Ils avaient également finalement une troponine souvent un peu plus élevée que les autres, plus souvent des pacemakers, et finalement un rapport voltage sur la masse myocardique qui était là également plus bas chez les patients avec une amylose. Et vous voyez que quand on regarde les caractères échographiques, on avait une hypertrophie plus importante, 17 mm contre simplement 14 au niveau de l'épaisseur moyenne, 18 au niveau du septum versus 14, et vous voyez 12,5 versus 11,5 au niveau de la paroi postérieure. Donc, quelques petites caractéristiques, un BNP très élevé, une hypertrophie plus importante des parois myocardiques chez les patients ayant une amylose cardiaque. La suivante. Eh bien là, c'est une étude également très récente où on a fait des biopsies endomyocardiques chez une centaine de patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, vous voyez qu'il y a des caractéristiques qu'on a vues très souvent, comme la fibrose myocardique, l'hypertrophie, l'inflammation un petit peu plus rarement, mais on a vu surtout, et c'est un chiffre finalement assez proche de l'étude précédente, environ 14% d'amylose cardiaque, et c'était souvent associé à un âge plus élevé, vous voyez, un BNP plus élevé, une troponine plus élevée, une masse plus élevée. Donc, on retrouve un petit peu les caractéristiques précédentes, et on voit donc que finalement, on peut peut-être tabler sur ce chiffre de 15% d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ayant une amylose cardiaque en réalité. La suivante. Alors, cette étude récente s'est amusée à faire ce qu'on appelle un phénomapping pour essayer de mieux classer les patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et vous voyez que à l'aide finalement d'algorithmes et d'intelligence artificielle, de machine learning, à partir d'un certain nombre de caractéristiques, a identifié 3 sous-groupes de patients
chez des patients, on avait environ 300 patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui avaient des profils finalement différents. Le premier patient, des patients jeunes, le deuxième patient, des patients obèses, diabétiques, avec souvent un syndrome d'apnée du sommeil. Et le troisième groupe, c'est des patients beaucoup plus âgés, avec finalement une insuffisance rénale, des taux de BNP très élevés et un score magique plus élevé. Et vous voyez que ça impactait évidemment la survie de ces sous-groupes de population. La suivante. Donc finalement, vous voyez que lorsqu'on regarde les phénotypes qui prédisposent à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, la grande obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les dysfonctions rénales, les coronaropathies, et qu'on croise ça avec les présentations cliniques, congestion pulmonaire, insuffisance chronotrope, déconditionnement, fibrillation atriale, on a finalement des profils un petit peu différents qui peuvent déboucher sur des traitements différents et une prise en charge différente qui sont résumés dans ce tableau. La suivante, un petit focus sur la fibrillation atriale, c'est très important, et cette étude qui montre que finalement, chez les patients qui se présentent avec une dyspnée qu'on va explorer, qui sont en fibrillation atriale, eh bien, on a une fréquence très importante d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et peut-être que finalement, là encore, le fait d'avoir une fibrillation atriale, d'être symptomatique, témoigne d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée larvée. La suivante. En conclusion, je dirais que, comme on l'a vu, finalement, préciser ce phénotype, c'est une étape cruciale dans le bilan de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ça nécessite bien entendu une évaluation clinique soigneuse, mais également des tests additionnels, au premier rang desquels le test d'effort et l'IRM cardiaque. Mais on a vu également que la scintigraphie cardiaque avait maintenant une place, sans doute dans certains sous-groupes de patients. Et bien entendu, l'enjeu pour le futur, c'est que l'identification de ces phénotypes permette d'aboutir à des prises en charge plus personnalisées, une médecine plus personnalisée de ces patients pour leurs bénéfices. Je vous remercie. Merci beaucoup, Richard, pour cette présentation exhaustive. Alors, je pense que tu ne savais pas que j'allais modérer la session et donc tu ne t'attends pas à cette question. Alors, c'est juste pour te faire sourire, hein. Richard, donc le papier de Kanagala, 154 patients. Heureusement que l'IRM est là pour faire un diagnostic de CMH. J'espère que c'est une plaisanterie quand même, où les échographistes n'avaient pas la bonne machine. Il s'agissait peut-être de formes d'hypertrophie, de localisation un peu inhabituelle de l'hypertrophie. Je n'ai pas regardé le détail. Le détail n'était pas mentionné dans le papier, mais peut-être une hypertrophie apicale ou une hypertrophie dans une zone particulière. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu provocateur. Bon, c'était pour sourire, hein. Autant pour les 5 péricardites constrictives, je peux accepter éventuellement que l'échographie soit en échec, mais franchement, là, pour la CMH... Alors maintenant, je redeviens sérieux. Je trouve que ce que tu as dit à la fin, Richard, est vraiment très important. Je suis frappé personnellement dans ma pratique clinique, et je pense que tu la partages, par le caractère quasi identique, hein, du profil des patients en fibrillation atriale ou ayant une insuffisance cardiaque à fonction préservée. Je me pose souvent la question, tu vois, de l'ordre de précession de l'un par rapport à l'autre. Est-ce que tu partages cette idée qu'un patient ou une patiente, en l'occurrence le plus souvent, a un profil clinique morphologique, pour ne pas dire biologique parfois, assez superposable, et on a du mal en fait à les différencier, comme si l'un précédait l'autre ou l'inverse. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que tout patient en fibrillation atriale symptomatique, et souvent, si on pousse un peu les choses, la plupart des patients sont symptomatiques et potentiellement un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection préservée qui s'ignore, enfin, lorsque bien sûr la fraction d'éjection est préservée. Alors après, quelle est la poule, quel est l'œuf? C'est évidemment difficile parce que parfois, c'est le profil de l'insuffisance cardiaque, enfin c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui a petit à petit dilaté l'oreillette et qui a finalement entraîné une fibrillation atriale. Mais parfois, on peut aussi imaginer que la fibrillation atriale va jouer finalement un rôle un petit peu évolutif et déclencheur dans la survenue des symptômes de ces malades, parce que tout ça met des années à s'installer, bien entendu, et c'est des profils de patients, les hypertendus, les diabétiques, les obèses, qui sont les mêmes. On travaille sur le même terrain.
Richard, j'ai une dernière question qui synthétise beaucoup de questions sur le chat concernant, et je sais que tu y travailles beaucoup avec Najib Hamoudi dans ton service, concernant les protocoles de stress. On va dire en général, mais en particulier dans cette caractérisation de cette entité, donc étape 3 de l'algorithme que nous a présenté tout à l'heure Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous résumer quel est le protocole le plus usuel que vous utilisez pour caractériser donc ces insuffisances cardiaques diastoliques qui n'ont pas été au repos finalement? Alors, on a deux approches, hein. Soit on peut faire un test d'effort classique, hein, pour l'insuffisance chronotrope. On n'a pas parlé d'ailleurs des pacemakers parfois aussi qui posent des problèmes chez ces patients. Donc l'insuffisance cardiaque classique qui va déjà nous donner un certain nombre d'informations. C'est vrai que quand on peut coupler ça à une échocardiographie, et comme l'a dit Jean-Christophe, là ça peut être intéressant pour le diagnostic, ça peut être aussi intéressant de toute façon dans le bilan. Ça permet de donner un certain nombre d'informations complémentaires qui sont intéressantes. Ok, merci Richard. Donc maintenant, nous allons voir où on en est, c'est des aspects physiopathologiques. Est-ce qu'on peut évoquer l'inflammation dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque? Et on va voir ça avec Pierre-Vladimir Enza, qui travaille maintenant au CHU de Mont-d'Or, à Créteil. À toi, Pierre-Vladimir. Je remercie le comité d'organisation des Journées européennes de la Société française de cardiologie de m'avoir invité à traiter de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Est-elle une maladie inflammatoire? Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec la présentation et voici mes références pour cette présentation. On peut considérer ce syndrome d'insuffisance cardiaque comme étant la résultante d'une rigidité artérielle au long terme qui aboutit de façon ultime à une insuffisance cardiaque. Elle est caractérisée par un remodelage cardiaque concentrique, une dysfonction myocardique, une fibrose myocardique, une fibrose périvasculaire et une dysfonction endothéliale microvasculaire au niveau des lits circulatoires coronaires, pulmonaires et périphériques. L'inactivité physique a un rôle clé. L'inactivité physique et la malnutrition peuvent être considérés comme des problèmes de santé publique majeurs et croissants depuis les années 50. Et ce sont deux causes majeures, en fait, d'accumulation de tissu adipeux viscéral, de fatigue, de déconditionnement et de fonte musculaire qui eux-mêmes aggravent l'inactivité physique et l'accumulation de graisse abdominale. On peut considérer ce syndrome comme étant ceux des personnes qui ne bougent plus, qui ne bougent pas. C'est un syndrome caractérisé par de multiples phénotypes en fonction des multiples comorbidités associées. La sédentarisation est un promoteur de stress oxydant. C'est une source de production excessive d'espèces réactives de l'oxygène qui ne sont plus contrebalancées par les défenses antioxydantes. Et ce stress oxydant va être à l'origine d'une inflammation de bas grade, d'une dysfonction endothéliale et d'une oxydation des particules LDL. L'accumulation de graisse viscérale elle-même est une source de production d'inflammation puisque les adipocytokines stimulent l'infiltration de cellules inflammatoires au niveau du tissu adipeux qui vont participer à la dysfonction microvasculaire et à la fibrose myocardique. Et il est tout à fait intéressant que les données expérimentales montrent une production de médiateurs profibrotiques comme celles liées au TGF-bêta. La graisse abdominale excessive aboutit à un état d'insulinorésistance. Cette insulinorésistance altère la voie du NO. L'hyperinsulinémie active la voie des MAP kinases et ce sont des contributeurs à la vasoconstriction, à l'inflammation, à la rétention hydrosodée et à l'élévation de la pression artérielle, qui sont des marqueurs d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La surcharge en pression au niveau du myocarde est également un trigger d'inflammation, puisqu'au niveau du myocarde, on observe une accumulation de cellules inflammatoires
activer tout particulièrement les monocytes qui vont contribuer à la fibrose intramyocardique. Les comorbidités multiples, comme la NASH, le syndrome d'apnée du sommeil, les crises de gouttes fréquentes, la fibrose intrarénale et inflammatoire, l'inflammation intestinale qui s'acutise lors des épisodes de décompensation, l'inflammation intrapulmonaire, l'anémie, toutes ces comorbidités favorisent l'inflammation de bas grade qui caractérise ce syndrome. Les comorbidités sont également des contributeurs au remodelage myocardique par la voie de l'interleukine 6, du TNF-alpha, qui vont activer le stress oxydant, altérer le NO, altérer la voie liée à la protéine kinase G, source d'hypertrophie et de rigidité passive du myocarde. L'activation des récepteurs minéralocorticoïdes sont également une source d'inflammation et une source de dysfonction vasculaire, de rigidité artérielle et de fibrose. Y a-t-il une thérapeutique pour cette inflammation chronique qui caractérise ce syndrome? Oui, l'activité physique régulière associée à la perte de poids sont particulièrement bénéfiques puisqu'on observe une amélioration du profil inflammatoire, une diminution des cytokines pro-inflammatoires. Les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes devraient être largement utilisés au vu de la physiopathologie, malgré les résultats mitigés de l'étude TOP4. En conclusion, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est finalement une maladie qui résulte d'un mode de vie sédentaire qui induit une production excessive de stress oxydant, l'accumulation de tissus adipeux viscéral, les comorbidités favorisent, entretiennent cette inflammation. L'activité physique est un élément clé pour la prévention et le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes comme la spironolactone ou les pleurénones devraient être largement utilisés dans ce syndrome. Je vous remercie. Eh bien, merci Pierre-Vladimir de nous avoir évoqué ce problème un peu compliqué qu'est l'inflammation. Alors, on n'a pas trop de temps. Alors, je vais te poser une question peut-être un tout petit peu longue, mais avec une réponse qui devrait être de ta part très courte. Donc, c'est une question à tiroir, 3 tiroirs. Donc, l'inflammation, tout le monde en parle. Dans la session d'avant, c'était également évoqué pour l'athérome. Alors, le premier tiroir de cette histoire d'inflammation, est-ce que l'inflammation serait la même dans l'insuffisance cardiaque que pour la maladie athéromateuse? Est-ce que c'est un continuum? Alors, je pense que la réponse risque d'être trop longue, donc tu as le droit de ne pas y répondre. Le deuxième tiroir, c'est est-ce que cette inflammation de l'insuffisance cardiaque à effet préservé que tu mets en avant, c'est finalement la même que dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite, ou est-ce que c'est vraiment spécifique de la FE préservée? Et le troisième élément, pour faire le lien entre le topo d'avant et le topo d'après, est-ce que toi, tu irais rechercher un peu d'inflammation chez ces patients-là, avec les tests biologiques usuels? Et est-ce que ça va t'influer, par exemple, dans la prescription que tu mettais en avant des anti-aldostérone? Merci Damien pour ces questions qui seront plus longues que les réponses. Réponse très courte. Alors, tant que j'ai en mémoire ta dernière question, je pense que ça peut être intéressant de doser de façon peut-être davantage en routine pour essayer de discerner plusieurs phénotypes dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, parce que jusque-là, je pense que les échecs thérapeutiques sont liés au fait qu'on traite de façon uniforme les patients et que finalement, il n'y a pas assez de personnalisation, et que peut-être déceler des patterns inflammatoires qui diffèrent les patients serait intéressant, au moins à un premier stade, pour comprendre mieux la physiopathologie et les futurs traitements. Dire que c'est différent de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, de ce que j'ai lu,
Pas tellement. Ce qui diffère, c'est que ce syndrome, en tout cas quand on a éliminé les autres causes qui sont spécifiques comme l'amylose, le rôle des comorbidités apparaît plus prégnant, plus prévalent. Et donc, peut-être, mais je ne peux pas répondre de façon affirmative, il y a une inflammation peut-être un peu plus spécifique, mais ça reste encore à déterminer. Parce que les études cliniques qu'on a, comme celle qui a été faite par exemple par Karen, où on a des packages de médiateurs inflammatoires, de cytokines, il faudrait les comparer aux insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite, et on sent que statistiquement, c'est pas très solide encore. Et enfin, pour revenir à ta première question vis-à-vis de l'athérosclérose, certes, il y a des patients qui ont des maladies coronaires un peu incidentales. D'ailleurs, dans leur vascularisation semble pas modifier le pronostic de ces patients. On ne peut pas résumer ce syndrome à une athérosclérose traditionnelle. Je pense que c'est encore autre chose. Mais enfin, c'est évidemment pas des réponses très précises que je vous donne. Et puis, mais j'ai un peu voulu marquer le coup avec le rôle, parce que c'est en pratique clinique, on voit c'est pas du sexisme, mais c'est essentiellement des femmes qui sont beaucoup ont une obésité abdominale avec toutes les comorbidités associées. Et j'ai l'impression qu'on arrive à faire un lien entre cette inflammation induite par l'inactivité physique finalement et ce processus silencieux et qui aboutit à ce syndrome clinique. Ok, Voilà. merci beaucoup. Merci, merci mon cher Pierre-Vladimir. Alors, lors de ce congrès digital du Journal européen, j'aurais appris une chose. Il y a vraiment un mot qu'il faut proscrire, c'est réponse courte. Merci Pierre-Vladimir. Alors, Guillaume, en tout cas, bienvenue pour ton retour à Paris, mon cher Pierre-Vladimir. Alors, Merci, Guillaume, Ariel. voilà encore une gageure pour toi. Pas de traitement, ou même traitement pour tous, ou un traitement personnalisé. C'est avec plaisir que je te donne la parole, mon cher Guillaume. Bonjour, je vais vous parler de traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Pas de traitement, même traitement pour tous ou un traitement personnalisé. Voici mes conflits d'intérêts. Je n'en ai pas et je n'ai pas non plus d'études à vous montrer pour démontrer le bénéfice du traitement médical dans cette pathologie à la différence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Ici, vous voyez toutes les études qui ont pu montrer que l'activation hormonale était le mécanisme physiopathologique fondamental et que le bloquer permettait d'augmenter l'espérance de vie des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on n'en est pas là du tout. On est à dire qu'il y a une hétérogénéité des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et que de multiples facteurs peuvent être en cause. Et donc, il y a une certaine démarche logique à suivre pour le traitement. La première étant de rechercher s'il y a une cause musculaire, cardiaque, qui explique la dysfonction diastolique et qui explique l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, les anomalies musculaires primitives sont souvent les maladies infiltratives, type l'amylose, avec des nouvelles thérapeutiques qui apparaissent, la maladie de Fabry, nouvelle thérapeutique, des maladies non infiltratives comme la cardiomyopathie hypertrophique, il y a aussi des nouvelles thérapeutiques qui semblent apparaître. Et il y a l'ischémie myocardique qui peut être en cause et qui a un traitement propre. Donc à chaque fois qu'il y a un traitement propre, il faut le favoriser. C'est le cas dans l'insuffisance cardiaque liée à une anomalie musculaire cardiaque. Mais le reste, qui est le plus fréquent, c'est une anomalie finalement extracardiaque, et essentiellement celle des vaisseaux qui deviennent plus rigides. La rigidité des vaisseaux entraîne une rigidité du muscle cardiaque. Ceci est favorisé par l'hypertension artérielle, le diabète, l'âge, et l'importance de l'hypertension a été illustrée par une étude IVET qui avait testé chez les patients de plus de 80 ans le fait de traiter ou non l'hypertension systolique. Une tension supérieure à 150 mm de mercure était traitée et ceci permettait de diminuer la survenue d'une insuffisance cardiaque de 64%, c'est-à-dire de façon très impressionnante. Donc l'hypertension est un vrai problème. Cette hypertension, elle est aussi responsable d'une anomalie des artères au niveau rénal, et donc il va falloir s'occuper du rein, qui peut être le siège d'une néphroangiosclérose, rigidité des artères rénales, avec
activation du système rénine-angiotensine et rétention hydrosodée, source d'hypertension artérielle également. Alors, on va commencer par prendre notre hétérogénéité en regardant donc l'anomalie vasculaire, la rigidité et surtout la pression artérielle. Est-elle élevée au repos? Est-elle élevée à l'effort? Et c'est la première chose qu'on va regarder face aux patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Pression artérielle normale, oui, tant mieux, non, je l'adapte avec le traitement que je veux, que le traitement que le patient tolère. Et je recherche particulièrement une sténose d'une artère rénale, si c'est possible, du moins j'y pense, parce que ça peut donner des OAP flash. La deuxième étape, ça va être de regarder la fibrillation auriculaire. Les hypertendus sont souvent en fibrillation auriculaire. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée s'accompagne souvent de troubles de l'oreillette. Et donc, quand ils sont en fibrillation auriculaire et qu'ils sont trop rapides, ça donne des symptômes et on va vouloir s'assurer que la fréquence cardiaque est bien contrôlée et qu'elle est bien contrôlée avec un Holter au besoin. Et si ce n'est pas le cas, on va la ralentir avec un traitement bêta-bloquant, un inhibiteur calcique ou voire de la digoxine. Et si le patient est trop lent et ne s'accélère pas, on peut être amené à proposer un pacemaker, notamment dans les maladies de l'oreillette. L'étape suivante, ça va être de continuer notre petit chemin et de regarder la maladie rénale avec donc éventuellement néphroangiosclérose. Et l'insuffisance rénale va entraîner une surcharge de volume, un défaut d'éjection, d'élimination hydrosodée. Et ceci va faire qu'en cas d'insuffisance rénale, on va volontiers laisser un peu de Lasix, 40 mg, pour éviter cette hypervolémie de base du patient. Et bien sûr, on sait que chez ces patients, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont particulièrement mal tolérés et dangereux, et on s'en méfiera. L'insuffisance rénale favorise l'anémie, et donc chez ces patients aussi, on trouve une anémie assez souvent, ce d'autant qu'ils sont sous anticoagulants ou antiagrégants, volontiers, car c'est des sujets âgés, et qu'il y a ce défaut d'érythropoïétine lié à l'insuffisance rénale. Donc, on va chercher cette déficit en fer qui est délétère au-delà de l'anémie, même en l'absence d'anémie, et chercher la cause de cette carence martiale. Et si on ne trouve pas de cause, on va compenser la perte avec une injection intraveineuse qui est nécessaire, plus efficace que la fer péros. Et puis ensuite, on va s'occuper du problème commun à tous ces patients, qui est la volémie et donc la difficulté d'adapter les diurétiques, la difficulté de maintenir une volémie constante, et donc l'éducation thérapeutique est particulièrement importante dans ce contexte pour éviter déshydratation et hypervolémie. Et il va falloir surveiller de façon régulière la volémie, la pression artérielle, les conséquences rénales de cette modification de la volémie avec les ionogrammes. Le BNP n'est pas très utile dans cette population. Et donc, la modification des diurétiques va être ce qu'on va faire le plus souvent. Et pour cela, on peut s'aider de la mesure continue de la pression artérielle dans l'artère pulmonaire par ce dispositif ici dans l'étude Champion avec le système CardioMEMS, qui est un petit système qu'on peut mettre dans l'artère pulmonaire et qui diminue les hospitalisations par insuffisance cardiaque, comme c'est montré à gauche de la diapositive. Et parmi les diurétiques, on peut utiliser l'aldactone, un anti-aldostérone, qui va diminuer les hospitalisations ou décès des patients si c'est toléré, mais il faut se méfier du fait de la fonction rénale. Donc là aussi, en fonction du terrain, il va falloir adapter la thérapeutique. Les patients qui sont obèses vont justifier d'un traitement particulier, de même que le déconditionnement musculaire qui joue un grand rôle et qui est favorisé par l'âge et l'obésité, sont à traiter de façon spécifique. Et c'est le bon sens, mais c'est montré par une étude randomisée. Le fait de faire des exercices aux gens qui n'en font plus permet de monter leur VO2, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche du schéma. Et le fait de faire un régime aux gens qui sont obèses permet d'augmenter leur VO2 aussi. C'est ce qu'on voit sur la partie droite du schéma de gauche. Voilà. Et ça améliore leur qualité de vie sur d'autres critères que le Minnesota. Donc,
on se retrouve avec différentes thérapeutiques en fonction du patient que l'on a. Et on va voir, par exemple, s'il y a une maladie pulmonaire dont on n'a pas parlé, il va y avoir un traitement spécifique également. Et l'intégration de tous ces traitements va permettre de donner un traitement qui va être efficace sur les symptômes, efficace probablement sur l'évolution de la maladie si on joue sur le système vasculaire. Et en conclusion, il n'y a pas de traitement, si, un traitement, même traitement pour tous, non, à adapter à chacune des complications qu'on a vues. Et donc un traitement personnalisé, oui. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Guillaume. C'est une gageure que tu as dû relever. Tu l'as fait de façon parfaite, comme d'ordinaire. Alors, des questions courtes avec, s'il te plaît, des réponses longues. Non, pardon, c'est l'inverse. Alors, sildenafil et hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, est-ce qu'il y a une place? Nous postons comme question sur le chat. Réponse courte, non. Réponse longue. La cause de l'hypertension artérielle pulmonaire qui répond au sildenafil, ce n'est pas l'insuffisance cardiaque gauche, c'est quand il y a une cause pulmonaire primitive. Donc, il n'y a pas d'indication sur l'insuffisance cardiaque gauche avec hypertension artérielle pulmonaire pour cette molécule. Il y a beaucoup de questions là qui sont arrivées par le chat, un peu en retard, mais qu'on va essayer de faire. Les inhibiteurs de HLT2, on va avoir 2 essais cliniques importants qui seront publiés cette année, en 2021. Est-ce que d'emblée, on ne va pas faire de pronostics, mais d'après leur mécanisme d'action, est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant par rapport à leur mécanisme d'action dans l'insuffisance cardiaque à feu préservé? Dans la mesure où l'insuffisance cardiaque à feu préservé, c'est la volémie, qu'il est difficile de maîtriser et qu'on a les effets secondaires des diurétiques avec l'insuffisance rénale secondaire, etc. Je pense que oui, cette classe thérapeutique peut être un apport important pour cette pathologie pour laquelle on n'a pas pu démontrer le bénéfice objectif d'autres molécules. Allez, j'en ai une dernière, Guillaume, pour la route. Sacubitril, valsartan, on a compris par Agon. Encore une fois, est-ce qu'il y a une place, comme veulent le faire croire certains? Est-ce qu'il n'y a aucune place? Allez, une réponse. Il n'y a pas de place standard à cette molécule. Après, quand on regarde les sous-groupes les femmes sont plus, répondent plus. Je ne sais pas si ça veut dire que sur ce sous-groupe-là, il y a quelque chose qu'on peut en tirer. Non, mais aujourd'hui, non. Je pense qu'il faut dire qu'il n'y a pas de place pour cette molécule dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On attend la suite. Peut-être que ça va devenir. Merci infiniment, Jean-Christophe, Richard, Pierre-Vladimir, Guillaume et Damien. Merci infiniment. C'était une session particulièrement riche et stimulante. Et j'envoie encore un salut amical à notre ami Yves que j'essaie de remplacer comme j'ai pu. Bonne journée et n'oubliez pas de rester connectés. Cela continue, les IGESFC, jusqu'à ce soir. Merci.